Bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Nous démarrons avec le regard d'un politologue sur l'intervention de l'intelligence artificielle dans la gestion de la crise sanitaire à l'international. L'IA nous propulserait-elle dans une nouvelle ère géopolitique? En avons-nous tout à fait la maîtrise? Ce sera l'interview de Florent Parmentier dans quelques instants. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à un avis de tempête dans le logiciel libre. Important licenciement, chez Mozilla, recul de Firefox. La situation est-elle préoccupante pour l'open source? Nous aurons 4 spécialistes pour en débattre. Et puis enfin, on conclura, comme tous les mercredis, cette édition avec un focus sur l'industrie du jeu vidéo. On parlera du business de l'e-sport et des champions. Mais d'abord, bonjour Florent Parmentier, vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Alors au démarrage de la crise Covid-19, vous publiez un article dans Slate qui annonce l'émergence d'une géopolitique de l'intelligence artificielle. Le point de départ, c'est votre vision de la gestion de la crise sanitaire à partir de données de santé disponibles? Oui, c'est-à-dire qu'avant l'OMS, avant tout un tas d'acteurs, on a pu être frappé qu'une start-up canadienne a été capable de dire là, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a quelque chose de compliqué, difficile qui se passe en Chine. Et je pense qu'à partir de là, ce qu'on peut voir, c'est de l'intelligence artificielle qui s'est occupée d'une mission qui est celle de la détection. Mais ce qui est frappant, je pense que ce qu'on peut voir, c'est que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans beaucoup d'autres domaines, y compris en matière de gestion de santé. Mais ce point de départ, effectivement-là, nous amène à penser que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de géopolitique de santé. Il y a eu pendant très longtemps... Ce qui surprend depuis le début votre démonstration, oui. En fait, vous dites qu'il y a eu 2 grandes aires géopolitiques en matière de santé. Oui. La première, c'était les pandémies. La première, effectivement... se déplace avec Homo sapiens, à un rythme d'ailleurs variable, parfois des années. La grande peste noire qui emporte l'Occident au XIVe siècle, c'est finalement sur plusieurs siècles, enfin sur plusieurs années en fait qu'elle s'étend. Et donc effectivement... Et il y a une deuxième ère géopolitique en matière de santé. Il y a ce point, cette deuxième ère effectivement, c'est le système d'organisation. Comment effectivement... et d'ailleurs différentes formes d'organisation, comment l'industrie chimique finalement développe la pharmaceutique sur son dos, comment les grandes organisations internationales se mettent en place. Les premières conférences internationales, ça remonte à 1851, donc on est vraiment sur quelque chose de très ancien. Et puis aussi les grandes fondations, qui aujourd'hui ont un rôle essentiel en matière de santé. Et donc là, vous nous dites qu'il y a une troisième ère qui arrive, une troisième ère de géopolitique en matière de santé, qui est liée à l'intelligence artificielle. À quoi est-ce qu'elle va ressembler ? Elle s'inspire en fait de cette idée que la santé va profondément changer dans les prochaines années, avec l'idée d'une médecine plus précise, plus personnelle en quelque sorte. Et donc les données de santé personnelles nous permettent de passer d'un dialogue et d'un diagnostic et d'un ensemble de facteurs finalement très généraux et des cas appelés, à une médecine beaucoup plus personnelle. On passe d'un système organisé sur le collectif à quelque chose de plus individualisé. Et cette individualisation est permise par l'intelligence artificielle. Et alors, comment ça déplace les plaques tectoniques politiques à l'international? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 2 grands leaders en matière d'intelligence artificielle, qui sont les États-Unis et la Chine. La Chine a d'énormes ambitions en matière d'intelligence artificielle. Son plan est de devenir la première puissance de l'intelligence artificielle en 2030. Elle s'en donne les moyens. Elle s'en donne les moyens en termes de capital humain, en termes d'investissement, en termes de construction d'écosystèmes. Les États-Unis ont longtemps fait la course en tête. Et la question effectivement qu'il faut se poser, c'est va-t-on regarder finalement 2 colosses émerger en matière d'intelligence artificielle? Et quand on dit émerger, en tout cas dominer le jeu et dominer les points, ou est-ce que les Européens, en s'appuyant sur une pratique, des connaissances, un capital humain très riche en matière de santé finalement, est-ce que les Européens ont les moyens de participer à cette grande quête qui sera celle d'une médecine plus personnelle? Juste pour préciser, il y a eu des stratégies différentes à partir des mêmes informations et des mêmes données. C'est là où vous y voyez, vous, de la géopolitique. Comment a été interprétée la data aux États-Unis, en Chine et en Europe? Qu'est-ce qui a changé en fait? Effectivement. Je pense qu'il faut revenir à l'importance des données. Ces données, en matière de santé, elles font référence à un certain nombre de valeurs et donc une forme d'éthique. La Chine accorde une importance dans cette gestion des données au collectif et donc en niant, de notre point de vue européen, un certain nombre de droits individuels.
C'est une manière en fait de gérer effectivement, et en matière pandémique, ça peut avoir effectivement une forme d'efficacité, de se dire voilà que on regarde. Les Américains. Parce de loin, on peut se dire finalement tout le monde a fait un peu les mêmes choses. On a tous été confinés. Oui, oui. De ce point de vue-là, effectivement. Mais vous voyez qu'on peut utiliser de manière très différente l'intelligence artificielle. On utilise de l'intelligence artificielle pour détecter des pandémies. C'est le cas de cette start-up canadienne. Mais on peut aussi l'utiliser, par exemple, en lien avec des drones pour surveiller et faire en sorte que telle personne rentre bien chez elle. Et on voit que dans le cadre finalement du bouclage de Wuhan, on a eu ce type de présence et ce type de politiques qui ont été mises en place. Donc le lien entre de l'intelligence artificielle et des techniques de surveillance. C'est là où on voit qu'il peut y avoir tout un tas de même que en matière de recherche et développement, l'intelligence artificielle peut être utilisée, car qui mieux qu'une intelligence artificielle peut prendre connaissance de plusieurs milliers d'articles en même temps. Et donc c'est là en fait où l'intelligence artificielle peut arriver à différents niveaux de la lutte contre une pandémie, et donc peut avoir, en fonction des préférences et des choix collectifs et des choix politiques qui sont faits, avoir plus ou moins d'efficacité. Et vous diriez que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui a plus d'impact que toutes les autres, que l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux mobiles, sur les choix politiques. Demain, on pourrait imaginer, pourquoi pas, vous iriez jusqu'à dire que l'IA pourrait devenir un décideur politique? Pour l'instant, ce qu'on a pu observer, c'est que l'IA, effectivement, permet d'effectuer un certain nombre de choix, mais des choix qui répondent à des préférences, à des idées qu'on a mis à l'intérieur finalement de la machine qui va faire des choix. La vraie question est celle, et je crois que David Gruson l'a très bien développée, c'est cette idée finalement de surveiller la boîte noire. Et donc, en quelque sorte, David Gruson, qui est un expert de la santé et de la transformation du système, justement. Qui des questions de santé, qui a publié plusieurs livres, en fait, et à ce sujet, effectivement, la question de la garantie humaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, la machine pourra faire des choix. La vraie question, c'est comment on fait pour que l'humain reste, quelque part, en position de pouvoir faire sa propre évaluation à partir d'un certain nombre de cas, tout simplement parce que l'intelligence artificielle permet d'effectuer des choix, et très souvent des choix précis. Si vous avez eu l'occasion de faire une radio, la radiologie finalement est une pratique de médecine qui s'applique parfaitement à l'intelligence artificielle. Et effectivement, une machine pourra vous dire, c'est finalement un code machine qui est transmis et traduit par une autre machine, donc pourra vous donner l'idée en fait de ce que vous avez. Ce que l'intelligence artificielle en matière de radiologie ne fait pas, c'est finalement, si vous avez des biais, un très bon radiologue pourra le voir, là où finalement, si vous ne confiez qu'à la machine, vous n'aurez pas de deuxième contrôle. Et donc, c'est pour ça qu'on va vers des systèmes dans lesquels l'homme et la machine prennent les décisions, tout simplement. À quoi pourrait ressembler un cours à Sciences Po de géopolitique de l'IA? Comment est-ce qu'on peut préparer les politiques à cette transformation de la décision? Je crois que la première idée, c'est de rappeler que finalement, la technologie n'est jamais neutre politiquement. La technologie nous amène à faire des choix. Je pense que c'est le premier enjeu de réflexion éthique, qui consiste à dire effectivement que si vous n'encouragez pas l'innovation chez vous, ce qui risque de se passer, c'est que vous importerez des innovations de l'extérieur qui ne tiendront pas compte de vos préférences politiques, sociales. Et donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, les États et les grands acteurs effectivement économiques. Et puis il y a une troisième jeu de réflexion effectivement qui sera ce qu'on fait finalement de ces données. Merci Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victoire Sicora. Bonjour Victoire, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors on va commencer avec l'annonce sur les réseaux sociaux d'un nouvel outil pour le télétravail, Delphine. De nombreux tweets ont salué la naissance de Maxine, une plateforme qui est lancée par Nvidia. Le but, améliorer nos expériences de visioconférence grâce à l'intelligence artificielle. Une solution qui sera mise à disposition de tous les fournisseurs de visio, comme par exemple Zoom ou encore Google. Mais alors, quel est l'intérêt pour ces fournisseurs de choisir Maxine? Eh bien, cette plateforme, elle permet de réduire considérablement le besoin en bande passante. C'est l'intelligence artificielle qui permet cette économie. L'idée géniale de Nvidia, c'est de travailler non pas à partir de la vidéo, mais bien à partir d'une photo. Au lieu d'envoyer une vidéo à vos correspondants, vous envoyez une keyframe qui
qui est en fait un modèle photo de votre visage ainsi que des key points qui délivrent des informations sur les mouvements de votre visage. C'est ensuite l'intelligence artificielle qui va proposer une version artificiellement animée de votre visage. Nvidia promet aussi un plus grand confort d'utilisation avec notamment une fonctionnalité qui donnera l'impression que vous fixez l'écran alors même que vous détournez le regard, mais aussi une technologie de suppression de bruit parasite, un modèle de reconnaissance de la parole en temps réel et des avatars 3D. On continue avec un anniversaire. En effet, Delphine, hier, c'était l'anniversaire d'Instagram qui fêtait ses 10 ans et ils se le sont officiellement souhaités sur Twitter. Regardez cette succession festive d'émoticônes. Pour l'occasion, ils ont voulu marquer le coup en proposant à leurs utilisateurs une chasse au trésor. L'objectif, c'était de dénicher dans les réglages d'Instagram un menu déroulant caché pour changer l'icône de l'application. 13 options étaient proposées et une belle occasion donc de voyager dans le temps en retrouvant les icônes des débuts du réseau social. Dans le lot, on a même trouvé une icône inédite, c'est celle sur laquelle les chercheurs travaillaient en 2010. Elle n'était encore jamais sortie jusque-là. Allez, je vous révèle comment on accède à ce menu caché. S'il vous plaît. Rendez-vous dans le menu options, puis dans paramètres. Ensuite, il vous suffit de glisser votre doigt vers le bas pour y accéder. On va essayer. On enchaîne en musique. Delphine, je suis sûre que vous avez déjà eu une musique en tête sans pouvoir vous souvenir du titre. Eh bien, Spotify vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait nous simplifier la vie. C'est Lin Wang, une des responsables design de l'application, qui l'a lancée hier sur Twitter. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche les paroles dont vous vous rappelez sur Spotify. Et Spotify vous sort tout simplement une liste de chansons qui sont susceptibles de correspondre. Si les paroles sont strictement les mêmes, alors le titre sera suivi de la mention correspondance des paroles. Un nouvel outil qui est disponible dans les nouvelles mises à jour d'iOS et d'Android. Excellente idée. On termine avec le hashtag du jour. C'est le hashtag FDS 2020, un hashtag qui renvoie bien sûr à la fête de la science 2020. La fête de la science a commencé le 2 octobre pour 10 jours, mais hier c'était le lancement de la fête de la science à l'international. La 29e édition est marquée par le contexte sanitaire avec comme thème la relation entre l'homme et la nature. Sur Twitter, les internautes partagent leur participation aux nombreux ateliers et conférences. Ce week-end, par exemple, la FDS met à l'honneur les femmes scientifiques au travers d'une expo, la science taille XXL. Ce sera au château de Belleville de 14h à 18h. Très vite, Florent Parmentier, une actu qui a retenu votre attention ? Peut-être l'émergence de Gaia X, qui est cette manière finalement de l'Union européenne, non pas de créer une grande entreprise européenne ou un Airbus du cloud, mais plutôt de se concentrer sur le marché intérieur, les standards, la capacité à faire jouer un certain nombre d'acteurs. Et je pense que c'est une initiative effectivement à suivre. Merci beaucoup Victor Sicora pour les news. Merci Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF. C'est l'heure de notre débat sur l'avenir de Firefox et de l'open source. Environ 250 postes supprimés sur les 1000 que compte Mozilla Corporation, effondrement de 85% en 10 ans des parts de marché du navigateur open source Firefox, remise en cause d'un modèle économique. Alors 2020 était une année sombre pour la filiale commerciale de la célèbre fondation du Libre, mais est-ce que c'est le cas aussi pour le monde de l'open source ? Plus largement, quelles seront les conséquences ? Petite ou grosse tempête, on en débat avec Jean-Paul Smets, PDG du Cloud Libre Space. Jean-Paul est un entrepreneur militant de l'open source. Daniel Glasman, ingénieur principal chez le gestionnaire de mots de passe Dashlane. Daniel est une personnalité de la standardisation du web, un concepteur de logiciels open source. Il a notamment travaillé chez Netscape, le navigateur à l'origine de Firefox. Gaël Duval, président de e-Fondation, l'organisation qui développe le cœur du projet iOS, dont l'ambition est de proposer une alternative crédible à Google et Apple sur les smartphones. Gaël est un pionnier de l'open source. En 98, vous créez la distribution Linux Mandrake, qui est donc le premier système Linux desktop. Et puis nous allons tout de suite nous connecter en visio avec Tristan Nitto, entrepreneur et activiste du numérique. Tristan a été impliqué dans le projet Mozilla Firefox pendant 17 ans. Il a en particulier cofondé et présidé Mozilla Europe. Bonjour Tristan. Bonjour. Un quart des effectifs de Mozilla Corp licenciés, c'est un moment grave là auquel on assiste pour Mozilla et Firefox. Comment vous voyez la situation évoluer ? Effectivement, c'est un moment difficile après 22 ans d'une aventure qui était quand même magnifique. Où quand même il faut rappeler l'objectif initial de Mozilla, c'était de rétablir la concurrence sur le marché des navigateurs face à un Internet Explorer de Microsoft qui était moribond, mais monopolistique. Eh bien, en fait, Mozilla a réussi son coup
Et c'est au sommet de la gloire qu'on ne peut plus que redescendre. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer, à mon grand regret. Mais le coup de gagner, de rénover, de rebooter, redémarrer le marché des navigateurs et le rendre vivant à nouveau était réussi. Mais maintenant, c'est Google Chrome, qui est aussi open source, qui a raflé la mise. Alors, c'est une crise de croissance, selon vous? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est indéniablement une crise. C'est une problématique de trouver un relais, c'est-à-dire que la raison d'être première de Mozilla, c'était donc de rénover le marché des navigateurs, mais après, il fallait trouver un second souffle, et c'est ce second souffle qui manque finalement aujourd'hui, cette difficulté à trouver des nouveaux produits qui continuent de renforcer l'Internet, mais qui permettent aussi à Mozilla de survivre dans ce contexte. Firefox avait cet intérêt, d'une part, de toucher le grand public, mais aussi de rapporter de l'argent à la Mozilla Foundation. Bon, c'est très bien, mais maintenant, ça s'essouffle parce que, en 22 ans, le monde a grandement changé. On est tous plutôt sur des mobiles, là où Mozilla n'a pas encore de succès, plutôt que sur des ordinateurs de bureau, et où l'écosystème fonctionne différemment, où on télécharge des apps depuis des App Store, etc. Et c'est là que je pose en fait mes espoirs dans les travaux de Gaël Duval et de la e-Foundation, par exemple, où là, ils sont vraiment au cœur de cette nouvelle génération d'applications et d'écosystèmes. Jean-Paul Smets, est-ce que le propre du libre, c'est de rester une alternative finalement aux autres logiciels? Moi, je pense que le libre aujourd'hui est dominant partout, sur les serveurs comme sur les smartphones. Le système d'exploitation le plus utilisé sur les smartphones, à la base, le noyau, c'est Linux. Sur les serveurs, c'est la même chose. Donc je pense que le libre est de toute façon dominant. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se rend compte que le modèle des fondations est un modèle qui peut-être ne marche plus avec l'arrivée des GAFAM, et que les fondations sont, pour beaucoup d'entre elles, des faunées des GAFAM et pas vraiment des acteurs autonomes. Et on a à côté de ça un autre modèle, moi j'appellerais ça le modèle rénant du logiciel libre, ou un modèle de PME qui est dominant en Europe. On a plus de 400 PME éditrices de logiciels libres en Europe, c'est plus de 10 000 emplois et qui est en croissance avec une économie saine. En fait, il y a des clients, il y a des fournisseurs et donc il y a des clients, des fournisseurs, des bénéfices, ça marche tout seul et ça se développe. On va parler de cette problématique du financement, effectivement. Daniel Glasman, Netscape a subi et disparu même la pression à l'époque d'Internet Explorer. Est-ce que vous avez un peu l'impression de revivre là, la nouvelle... Non. La nouvelle séquence, peut-être une disparition. Est-ce qu'on peut imaginer une disparition de Firefox, par exemple? Oui, on peut parfaitement imaginer une disparition de Firefox. C'est pas la même séquence, elle est différente. Je crois que ça se résume à une chose, logiciel libre, logiciel open source, logiciel. Faut pas oublier la stratégie. Soit on est dans des projets à contributeurs individuels, personnels, c'est de l'amour du logiciel et on fait ça sur son temps perso. Soit on a une vraie stratégie de croissance commerciale, de marché. Et Tristan n'en parlera peut-être pas, mais on pourra en parler ensemble. Mozilla a commis de nombreuses erreurs stratégiques au cours des années, qui ont fait qu'en fait, elle a eu 2 produits à succès. Elle a eu Firefox d'une part et son écosystème d'extension à Firefox d'autre part. Et tous les autres produits ont soit vivoté, soit n'ont pas été... le time to market était complètement raté et ont fini par être abandonnés, quoi. Si on fait la liste des innovations de Mozilla, il y a des choses complètement hallucinantes qui sont sur le marché aujourd'hui, qui ont été faites trop en avance, ou sans marketing, ou sans stratégie. Et on peut en citer comme ça au moins une vingtaine. Voilà, donc la stratégie reste importante, quoi qu'on fasse. Ça arrive à plein d'entreprises qui n'en disparaissent pas pour autant. Gaël Duval, vous, Mandrexop, dont j'ai parlé, est entré en bourse en 2001. En 2007, vous avez fondé Ulteo, qui édite des logiciels libres pour le marché du bureau virtuel. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un entrepreneur. Est-ce que c'est la même chose de diriger une entreprise du libre qu'une entreprise classique ?
Alors, moi, je pense que c'est la même chose, puisqu'il y a quand même un point fondamental qui est le business model et le fait de gagner idéalement plus d'argent qu'on en dépense. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question de Mozilla, elle est pas anecdotique, mais elle n'illustre pas, c'est un peu ce que disait Jean-Paul, ce qui se passe aujourd'hui de manière générale dans le monde du libre et de l'entreprise, enfin de l'open source et de l'entreprise en particulier en Europe, qui est extrêmement dynamique. Et ici, effectivement, on a probablement affaire à des questions de business model, de stratégie. Et puis, ça pose aussi la question de l'omniprésence de Google, qui est aujourd'hui un monstre présent partout dans le monde du logiciel, aussi bien sur le web que sur le mobile. Et il faut savoir que Mozilla Foundation était financé à 80% Absolument. par Google, en fait. Enfin, vous avez le chiffre, vous, 80%? C'est jusqu'en 2016, je crois que c'était connu, et c'était 80%. Et là, on parle quand même de plusieurs centaines de millions de dollars par an, juste pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Firefox. Il se passe la même chose pour Safari avec Apple. Donc on voit qu'ici, on a quand même un modèle qui est quand même extrêmement... Pas très sain, en fait. Voilà, très très bancal quelque part, parce qu'il suffit que Google dise stop à un moment, et ce qui est arrivé plusieurs fois. Et puis après, ils ont dit bon, allez, finalement, on continue. Mais quelque part, il y a un problème de fond, quoi. C'est pas une Mozilla Foundation, c'est pas une société rentable, c'est une société qui est perfusée, qui est sous perfusion de Google, quoi. Donc ça pose vraiment une vraie question, je pense. Tristan Nitto, sur cette problématique de source de revenus, Google étant la principale, enfin, on va dire les grands moteurs de recherche, parce qu'il y a aussi Baidu par exemple, mais les contrats vont expirer en plus en novembre prochain. Donc à chaque fois, il y a effectivement cette menace finalement de vivres qui peuvent être coupés à tout moment. Comment Firefox pourrait survivre sans cette source de revenus selon vous? Alors, moi, effectivement, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Gaël Duval. Moi, je ne parlerai pas de perfusion de la part de Google. Il faut être très clair. Mozilla Corporation vend son audience aux moteurs de recherche, en l'occurrence Google, et ça lui rapporte plusieurs centaines de millions de dollars par an. Effectivement, il y a un moment où ça s'est arrêté parce que Mozilla a préféré favoriser le moteur Yahoo. Et pendant plusieurs années, ça a été le cas. Et ensuite, ils ont renouvelé le contrat avec Google finalement. Donc, il y a bien un échange commercial entre Mozilla Corporation, filiale de la Mozilla Foundation, et Google. Et c'est exceptionnel, mais c'est pas le seul, hein. Chez Apple, en fait, est rémunéré par Google pour mettre Google comme moteur de recherche dans vos iPhones et dans les iPads. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez courant sur le marché. On appelle ça de la coopétition, un mélange de coopération et de compétition. Mais c'est vrai que ça, c'est la principale ligne de survie de Mozilla, et que c'est quand même assez désagréable de dépendre financièrement de son concurrent, sachant que je pense que le concurrent Google, il ne fait pas une mauvaise affaire en achetant ce prix-là, l'audience, le trafic de Firefox, parce que en fait, c'est grâce à ça, finalement, que Google maintient sa situation de monopole et qui lui permet d'éviter l'émergence de nouveaux moteurs de recherche. Et travaillant auparavant chez Quant, je peux vous assurer que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils veulent maintenir un monopole de façon à éviter l'arrivée de concurrents sur leur marché. Alors, on parlait de l'innovation. Moi, j'ai trouvé un chiffre, un budget de 43 millions de dollars dédié à l'innovation chez Mozilla Corp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que c'est un budget assez conséquent. Donc, on garde l'espoir. Il va se passer de nouvelles choses. Il va y avoir des nouveaux produits qui vont émerger. Oui et Daniel non. Glasman. Alors, il y a un élément important que beaucoup de gens n'ont pas vu, c'est que dans les licenciements là, de Mozilla, il y a des ingénieurs extrêmement critiques, principaux, du développement du moteur de restitution, du rendering engine de Firefox. Il y a des très grands noms, et en particulier les participants à la standardisation du web. On a des gens critiques qui sont partis. Et ça laisse le champ libre à Google dans la standardisation. Donc il y a toujours des gens de Mozilla, mais il y en a moins. Et il y a des gens qui avaient une expérience critique qui ne sont plus là. La standardisation du web est fondée sur la disponibilité de deux moteurs de restitution indépendants pour pouvoir valider les spécifications. Il y en a un qui est déjà en situation de monopole monstrueux. Si le deuxième disparaît, on fait quoi ? La standardisation internationale n'existe plus.
c'est Google qui la détient. Donc, est-ce que l'innovation à Mozilla peut redémarrer? Ouais, mais sur quoi? Ils ont tenté la réalité virtuelle, ça capote un petit peu. Ils ont tenté l'IoT, tout le monde savait dès la première seconde que c'était un échec patent. Ça a été un divertissement, disons. Firefox OS, en fait, quand Tristan et moi étions chez Netscape, on en parlait déjà en 2000 ou 2001, et la stratégie nous riait au nez, alors que c'était à cette époque-là qu'il fallait démarrer. Donc, à chaque fois, ils ont du mal à trouver l'innovation qui va leur permettre de vivre. On la sort pas d'un chapeau par exemple, comme ça. Visiblement, ils ont lancé une offre qui a l'air de fonctionner. Hein. Mozilla VPN. Oui, mais ils ne sont pas tout seuls sur le marché. Hein. Pour contrer un NordVPN, ça faut s'amuser. Hein. Et puis les grands éditeurs d'antivirus qui ont eux aussi des VPN, Dashlane, un VPN. Et alors sur le modèle économique, moi j'ai entendu quand même Mitchell Baker dire l'ancien modèle où tout était gratuit a des conséquences. Donc ça veut dire que là on bascule complètement. C'est un profond changement culturel si on dit qu'on passe à une politique du payant. Oui. Le navigateur, depuis que Microsoft a donné Internet Explorer alors que Netscape vendait le navigateur, a complètement changé la donne. On ne peut plus faire payer ce logiciel-là, qui est pourtant un des logiciels les plus compliqués, à mon avis, avec l'OS, vu le nombre de standards et de spécifications qu'il implémente. Il faut des équipes colossales pour écrire un navigateur aujourd'hui. Le modèle économique n'est pas simple à trouver. Jean-Paul Smets, là-dessus, sur le modèle économique, effectivement, il y a eu des erreurs qui ont été faites du côté de Mozilla et aujourd'hui, il est temps de changer? Moi, je ne crois pas qu'on puisse changer de modèle économique sur le navigateur. Ça, pour moi, ça ne peut être que libre, comme le système d'exploitation. Donc plutôt sur la diversification de nouveaux produits, de nouvelles offres. Et moi non plus, je ne crois pas. Alors moi, je ne crois pas aux nouvelles offres. Désaccord. Je pense en fait que Mozilla a fait beaucoup trop de choses qui n'ont rien à voir avec le navigateur et est passé du meilleur navigateur à autre chose que le meilleur navigateur en 10 ans. Et donc, je pense que il y a des choses à faire sur le navigateur lui-même, des offres commerciales à faire autour du navigateur et peut-être sortir du modèle de dépendance à un GAFAM. Mais alors comment? À travers les dons de la communauté? Il y a quand même aussi Aujourd'hui, on parle un appel à la communauté qui est important. Le navigateur, c'est hyper stratégique. C'est le point d'entrée pour la plupart des gens vers Internet. Ouais. Et les apps. Et les apps maintenant aussi. Bon. On est sur de l'infrastructure. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est que, et en particulier en Europe, qu'on se rende compte sur des points ultra stratégiques aujourd'hui, et on en arrive à des questions de souveraineté numérique, etc., à quel point est-ce que l'Europe ne doit pas financer ces pans entiers d'infrastructures d'Internet pour rester indépendant. De quelle manière? Je ne sais pas. Ouais. Mais aujourd'hui, clairement, on a quand même Google avec Chrome qui a une position ultra dominante et qui finance un de ses principaux concurrents qui est Firefox. Donc ça pose une vraie question qui aujourd'hui n'est pas résolue. Mais est-ce qu'on ne se la pose pas un peu tard, cette question? Un petit peu tard, oui. Jean-Paul Smets. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a la place pour une nouvelle entreprise qui fait un nouveau navigateur avec de nouveaux langages de développement qui accélèrent le développement du cœur du navigateur. Et je pense qu'il y a des modèles d'affaires autour de ça si on s'intéresse non pas au consumer, mais au B2B. Notamment parce qu'aujourd'hui, dans les standards du web, il y a une partie liée à la sécurité, et notamment la sécurité de ce qu'on exécute dans le navigateur qui n'est pas prise en compte. Et entre ça et tout ce qui est lié à la gestion des certificats, je pense que ça ouvre un énorme marché en direction des grandes entreprises pour fournir des navigateurs plus sécurisés que ceux qui existent. Alors ça veut dire qu'on repasse derrière le rideau, en second niveau. C'était un peu ma question du départ. C'est est-ce que l'open source doit rester une brique, finalement, logicielle utilisée par d'autres pour faire du commerce auprès de l'utilisateur final? Ou est-ce qu'on peut encore gagner une place dans l'open source auprès du grand public? Il ne faut pas confondre le navigateur, qui est un produit grand public, et l'open source en général. Dans ce micro, il y a probablement des briques open source dans le logiciel qu'il gère. Ouais. On parlait la dernière fois que je suis venu voir. On a reçu GitHub aussi. Il y a la brique open source la plus célèbre au monde, s'appelle la libcurl. Elle est absolument partout, et personne ne le sait. Bon.
Voilà. Le navigateur, Alors, est-ce que c'est ça sa place aujourd'hui? Oui, Et pas une autre? c'est un projet qui a Et été qu'il faut arrêter démarré de se battre alors sur non, l'utilisateur final? Non, encore une fois, tout ça, ça ne dispense pas de créer des entreprises avec des modèles, des business models et des stratégies. Soit on fait comme l'auteur de Lipkern à l'origine, et on en fait un petit projet personnel qui grandit très bien et on est très content. On arrive à en vivre au bout d'un certain temps, mais un temps certain même. Ou alors on a une stratégie de développement. Et ça, c'est comme partout. Il n'y a rien qui est changé. Tristan Nitto, je voulais parler aussi de Thunderbird, le client de messagerie qui est maintenant une entreprise indépendante. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, je ne sais pas si vraiment c'est indépendant, c'est un petit peu dans Mozilla et un petit peu en dehors de Mozilla. Mozilla voulait s'en débarrasser, finalement s'en débarrasse plus. Je ne sais pas très bien où va Thunderbird, ce qui m'ennuie beaucoup parce que je suis moi-même utilisateur de Thunderbird au quotidien avec Firefox. Mais je pense que pour ce que disait Daniel Glasman sur les erreurs stratégiques, il y a un moment où il a été décidé par Mozilla de se débarrasser de Thunderbird, ce qui n'a pas vraiment été fait. Moi, je pense que, en fait, sur Thunderbird, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait un potentiel, y compris de diversification, en fait, et peut-être même une nouvelle source de revenus. Et cette piste-là a été délaissée. Alors, on ne va pas réécrire l'histoire, mais il y avait du potentiel sur cette piste-là. Et ça, c'est regrettable. Cela dit, le projet Thunderbird continue de vivre, il continue de s'améliorer. Le tout dans un contexte technologique, le mail, où ça ne change pas beaucoup. On regrettera quand même l'absence de Thunderbird sur le mobile, mais en tout cas, sur l'ordinateur de bureau, Thunderbird fait assez bien le boulot. Et puis, ça évolue assez peu, les clients de messagerie sur le bureau. Donc ça va, il est finalement dans son bain, dans son jus, quoi. Il évolue bien avec le reste de l'industrie. Et c'est peut-être une bonne nouvelle qui gagne en autonomie, parce que là, il y a peut-être des places à prendre, effectivement. Hein. Gaël Duval. Oui, alors des places à prendre, mais ça ne résout pas la question du business model. Donc, on peut très bien avoir une armée de volontaires c'est le cas. Enfin, je veux dire, il y a des millions de personnes qui contribuent au code source libre, mais souvent c'est sur son temps perso ou alors on est sponsorisé par son entreprise. Mais effectivement, l'équation de trouver un business model par rapport au logiciel libre, elle est toujours compliquée à résoudre. J'en sais quelque chose. Ça n'empêche qu'il y a quand même des belles réussites. Il faut le rappeler. Red Hat, qui est quand même quelque part, je pense, un beau modèle d'entreprise qui a toujours respecté l'open source, a été racheté il y a 1 ou 2 ans pour, je sais plus, je crois 30 milliards de dollars par IBM. Donc on voit qu'il y a vraiment de la valeur dans tout ça. La question, c'est qui finance, puis c'est tout ce qui est stratégie, tout ce qui est infrastructure, etc. Je pense que là, il y a vraiment une vraie question de sociétale, aussi bien peut-être au niveau de l'Europe que peut-être les grandes entreprises aussi. Hein. Pourquoi pas créer un consortium sur ces questions-là? Encore une fois, je pense que le navigateur web, c'est un truc qui est vraiment ultra stratégique et qui reste encore ultra stratégique. Donc, mais là, ça devient politique. Oui, parce que moi, je vous ai quand même entendu au début de l'émission dire oui, pourquoi pas imaginer la disparition de Firefox. Donc, Oui, mais écrire Daniel Glasman. un navigateur, si vous voulez, ce qui compte dans le navigateur, c'est pas son interface. Les interfaces se ressemblent toutes plus ou moins, on arrivera toujours à faire des interfaces. Non, ce qui compte, c'est le moteur de restitution graphique qui est à l'intérieur et l'implémentation des protocoles. Et aujourd'hui, avec la complexité de tout ce qu'il y a dedans, redémarrer un navigateur sans, voyons voir, 50, 60 ingénieurs de très très haut niveau, à des salaires confortables, de niveau de classe internationale, ça me semble très difficile. Les concurrents aujourd'hui, les petits arrivants sur le monde des navigateurs, Brave, Vivaldi, Opera qui a un peu disparu, mais bon, ces petits navigateurs-là utilisent le moteur de restitution. Brave sont des anciens d'ailleurs de Mozilla Firefox. Alors Brave a été repris par Brendan Eich qui était chez... Avec les licenciements des personnes dont vous parlez, on peut imaginer qu'il y ait des nouvelles initiatives qui émergent, en dehors de Mozilla. Oui, mais ça restera toujours des navigateurs qui utilisent le même moteur de restitution
Chrome, c'est-à-dire Blink, qui est à l'intérieur. En fait, ce sont des Chrome revampés un petit peu. Ça change pas la donne, quoi. Mais non, on a toujours pense... deux navigateurs sur le marché, en gros. Personnellement, je pense qu'on va avoir un nouveau Fabrice Bellard de 20 ans qui va utiliser des langages de programmation qui rendent beaucoup plus productifs que ceux qui ont été utilisés, que ce soit pour Chrome ou pour Firefox, et qui sera capable, seul ou à 2 ou à 3, de faire ce qu'une équipe de 40 personnes fait, de la même façon qu'il a été capable, Fabrice Bellard, tout seul, en 4 ans, de faire l'implémentation de la 5G, ce qui nécessite généralement 200 ingénieurs de classe internationale. Donc moi, je crois à ça. Le Messi, on attend le Messi. Voilà, et parce qu'il y en a un tous les 20 ans, et après, derrière, il y aura un modèle d'affaires, parce que si on regarde les modèles d'affaires, soit on dépend de l'audience, mais ça veut dire qu'on dépend des GAFA, soit on dépend de vrais clients, c'est-à-dire de grandes entreprises. Et donc, je pense qu'il y a une place pour un modèle qui dépend des grandes entreprises. Alors, juste, on va pousser le bouchon encore un peu plus loin, puisque je cite encore Michelle Baker, qui est donc la présidente de Mozilla et CEO par intérim, je crois, de Mozilla Corp. Nous devons apprendre à développer de nouvelles façons de nous soutenir et construire une entreprise qui n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, Tristan Nitto, dernière question, dernière réponse. Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à imaginer que Mozilla Corp ferme ses portes ? Alors, je pense que Mozilla Corp a de longues années devant elle, si elle maintient son financement. Ce qui me semble être le cas, hein, aux dernières nouvelles, j'ai cru comprendre que le contrat avait été renouvelé avec Google, donc ça lui laisse 2023. Du temps. Mais c'est sûr que elle est un peu dans un genre de sens unique, quoi. Enfin, où elle marche sur une planche, c'est le supplice de la planche, vous savez, où il n'y a pas et on tombe dans l'eau au bout, quoi. Il va falloir se réinventer, ça c'est une certitude, une nécessité impérieuse, se réinventer, donc sortir complètement quelque chose de nouveau du chapeau, et puis devenir, je sais pas, il va falloir être autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a Michelle Baker, qui est une femme vraiment brillante et pleine de ressources, à la tête. Il y a des ingénieurs qui sont vraiment très bons, et il y a encore de l'argent pour les années à venir. Merci Tristan Nitto. On a terminé avec ce débat, je suis désolée. Moi, j'ai bien compris, donc c'est une toute petite tempête pour l'open source, mais c'est quand même une grosse tempête pour Mozilla. Merci Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, Daniel Glazman, ingénieur principal chez Dashlane, et Gaël Duval, président de e-Fondation, et Tristan Nitto qui était avec nous en visio. Juste après la pause, on va parler de e-sport et de ses champions. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech. M'a rejoint Guillaume Monteux, président de Gasmi, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Vous chroniquez chaque semaine dans Smart Tech le business du jeu vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au e-sport, enfin plus particulièrement aux joueurs de l'e-sport. Absolument. Les marques et les fans nourrissent la chaîne de valeur de l'e-sport. Mais les véritables stars des compétitions, évidemment, ce sont les joueurs. Alors dans les années 90, les joueurs, quand ils gagnaient un championnat, ils gagnaient une médaille ou ils gagnaient une cartouche collector de leur jeu. Aujourd'hui, ça a bien changé. Regardez sur ce slide, les gains des joueurs sont tout simplement vertigineux. À commencer par Notail, d'ailleurs dont le grand-père était Premier ministre du Danemark. Il joue depuis l'âge de 2 ans, il est champion du monde de Dota 2, patron de l'équipe OG, qui est une des meilleures équipes au monde. Et dans le classement, on va retrouver ses acolytes, Jirax, le français Seb, qui gagne aussi beaucoup d'argent. Notail gagne près de 7 millions de dollars, a gagné près de 7 millions de dollars pour toutes ces compétitions. Et on va aussi dans ce classement retrouver d'autres équipes Dota 2, notamment la team Nigma avec Kuroki, avec Miracle, avec Mind Control, avec GH, et puis un autre membre d'une équipe aussi Dota 2, Matumba Man, qui gagne aussi, lui, près de 4 millions de dollars. Bref, des joueurs et des équipes qui gagnent quand même beaucoup d'argent. Alors, quelles sont les dotations globales sur les compétitions ? Alors, les dotations, c'est-à-dire l'argent qui est reversé aux joueurs, ça s'appelle des prize pools. Alors, regardez sur le slide suivant, le prize pool du jeu Dota 2, précisément. Plus de 220
millions de dollars ont été reversés lors de près de 1500 tournois. C'est tout simplement vertigineux. Pareil pour Counter-Strike, plus de 100 millions de dollars reversés. À titre de comparaison, Roland Garros, qui se déroule actuellement, reverse à ses joueurs 38 millions d'euros. Vous voyez, alors évidemment, il y a des championnats de tennis toute l'année, ça ne se résume pas uniquement à Roland-Garros, mais on commence à avoir des chiffres qui sont comparables entre le sport et l'e-sport. Et une autre preuve de ça, c'est que les 3 derniers mois, j'ai compté, il y a plus de 14 compétitions d'e-sport qui rapportent plus, dont le prize pool est supérieur à celui de Roland-Garros. Bon, comme on parle argent, ça se fait pas trop, mais combien gagne ma copine Kayane, la grande championne? Je vous assure que j'ai cherché sur Internet et je n'ai pas trouvé. Il y a des chiffres vraiment farfelus et je n'ai pas trouvé de source fiable pour vous dire combien Kayane avait gagné d'argent dans ces compétitions. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que votre copine Kayane, c'est une vraie championne, spécialisée dans les jeux sportifs et notamment les jeux de combat. Notamment Soul Calibur et Street Fighter. C'est formidable de voir une femme comme ça battre les plus grands joueurs. Elle ne fait pas que ça, puisqu'elle a une émission avec les excellents Julien Telouk et Marcus sur Game One. Elle a une très belle chaîne Twitter avec plus de 30 000 abonnés. Bref, ne vous inquiétez pas pour Kayane. Et comment se repérer ces grands e-sportifs? Alors, ils se font remarquer sur Twitch, ils se font remarquer sur YouTube, ils se font remarquer dans les tournois locaux. Et ils se font remarquer dans les centres de formation e-sport. Et j'ai eu l'occasion, la semaine dernière, de y interviewer Thierry de Barneau, qui a monté un centre de formation sur l'e-sport qui s'appelle la Gaming Academy. Et les joueurs peuvent candidater à ce centre de formation pour peu qu'ils aient 16 ans et un certain niveau. Je crois que typiquement sur LoL, ils doivent être au moins Diamant 3. Et la Gaming Academy va former 10 athlètes aux tactiques de jeu, évidemment, mais aussi au media training, au personal branding, et puis au business de l'e-sport, et aussi au business, au métier, j'ai envie de dire, de la reconversion. Et après, donc, la suite? Après, ces joueurs, ils sont repérés par des clubs, et c'est là que les réelles compétitions vont commencer, avec des objectifs de performance et de palmarès. Et là aussi, je me suis fait plaisir, parce que je suis parti en reportage. Vous voyez, je commençais à vous coûter un peu d'argent. Et je suis allé chez GameWard à Boulogne-Billancourt. J'ai rencontré le patron... Quel voyage! Covid oblige. Hein. J'ai rencontré le patron de GameWard, Arnaud Moulet, qui est très sympathique, mais j'ai surtout rencontré son équipe phare. Von, Salut, Anjov, Silam, Karim. Et il y avait une effervescence incroyable parce qu'ils étaient en finale pour la première fois du Summer Split Dota 2. Malheureusement qu'ils ont perdu malheureusement pour eux, qu'ils ont perdu face aux Gamers Origin, mais voilà, il y avait toute une effervescence. Alors c'est quoi un club? Un club, c'est d'abord des salles dans lesquelles on va trouver des PC dernier cri, sur lesquelles les joueurs peuvent s'entraîner et jouer. On va trouver des salles de débrief, on va même trouver des salles de musculation. Autour de ça, tout un staff. Et le staff va leur apprendre évidemment les tactiques de jeu, évidemment à décortiquer les tactiques des équipes adverses, à gérer le stress, à être performant. Et il y a même une direction sportive qui, en l'occurrence, chez GameWard, est assurée par Julien Beneteau, le champion de tennis, que vous connaissez certainement, 25e à l'ATP, vainqueur pour la France de la Coupe Davis en 2017. Et Julien va suivre l'entraînement physique des joueurs, mais aussi mental. Parce que quand vous avez une compétition, il faut gérer et trouver les ressources quand les choses vont mal. Et dans les jeux, tout va très 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 vite et les retransmissions des jeux sont pas forcément très agréables pour les spectateurs parce que il faut bien comprendre les règles, connaître les habilités de chacun des personnages et de chacun des objets pour vraiment comprendre ce qui se passe et surtout comprendre la langue des joueurs. Typiquement... Alors, moi, je propose qu'on fasse une émission spéciale vocabulaire des joueurs, parce que ça m'aiderait beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout polyglotte, mais je dois, comme au foot, siffler la fin du match. Guillaume Monteux, président de Gatsby, merci beaucoup. Merci, Delphine. Merci d'avoir suivi Smartech. C'est presque la fin de cette émission. Il y a encore 4 jeunes pousses dans le Lab Startup à suivre. Et puis, nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.